Elle a claqué 45 000 balles en engageant un détective pour me prendre en flagrant délit d'adultère. 3 mois de surveillance, 2 enquêteurs, et un plan secret pour me démolir au tribunal. Mais quand le détective a exigé une réunion d'urgence, il l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Madame, je vous rembourse tout. Ce que j'ai découvert, vous ne voulez pas le savoir. Je m'appelle James Mitchell. J'ai 44 ans et, depuis 18 ans, je suis marié à une femme que je croyais connaître. Rachel. La belle Rachel a la langue acérée, capable de charmer les clients de notre boutique phare sur Main Street, puis de se retourner et de dépecer le devis d'un fournisseur comme si elle levait des filets de poisson. On a monté cette affaire ensemble. Enfin, c'est ce que je me racontais. 2 filles, Sarah, qui a 17 ans et part à la fac l'année prochaine, et Lily, qui vient d'avoir 14 ans et pense encore que ses parents décrochent la lune. Le café où tout a basculé s'appelait Brewer, un de ces endroits avec des murs de briques apparentés délateurs de prix. J'étais assis dans le coin, les mains serrées autour d'une tasse que je n'avais pas touchée, à guetter la porte. Rachel était assise en face de moi, les jambes croisées, tripotant ses ongles manucurés. Elle était suffisante depuis le matin, elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone comme si elle attendait le Père Noël. Il devrait arriver d'une minute à l'autre, a-t-elle dit, sans me regarder. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Quand Laurence a franchi cette porte, j'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. Ce n'était pas l'enquêteur sûr de lui qui avait empoché l'argent de Rachel 3 mois plus tôt. Ses épaules étaient crispées, son visage pâle, et il portait sa mallette en cuir comme si elle pesait 1 tonne. Il nous a vus, a hésité une seconde, puis s'est avancé comme un homme qui marche vers son exécution. Il ne s'est pas assis tout de suite, il est resté là, debout, la mallette à la main, fixant Rachel. « Madame, a-t-il dit, d'une voix basse et prudente. Je vous rembourse l'intégralité de votre acompte. Les 45 000 $. Rachel a cligné des yeux. Quoi? Je supprime tout ce que j'ai trouvé. Chaque photo, chaque rapport, chaque note. Elle a ri, mais ça a sonné faux. Un rire cassant. C'est une blague? Je vous ai payé pour le suivre pendant 3 mois. Elle a désigné la mallette. Allez, posez la mallette sur la table, mais il ne l'a pas ouverte. Ses yeux sont restés fixés sur Rachel. Et j'ai fait mon travail, mais je ne garde pas votre argent. Pourquoi pas? Sa voix était devenue tranchante, assez pour couper au couteau. Il m'a jeté un coup d'œil pour la première fois. Et j'ai vu quelque chose dans son expression. Pas de la pitié, une reconnaissance peut-être, comme s'il venait de comprendre lequel de nous deux était le chasseur et lequel était la proie. Parce que, madame, a-t-il dit doucement, ce que j'ai découvert, vous ne voulez pas le savoir. Croyez-moi. Le silence qui a suivi a donné l'impression de se tenir dans un vide. Le visage de Rachel a traversé environ 6 émotions différentes en 3 secondes. Confusion, colère, peur, tout clignoté comme une ampoule cassée. Ce n'est pas une réponse, a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu de son assurance. Il a ramassé sa mallette. Je ferai le virement aujourd'hui. L'affaire est close. Rachel a attrapé son poignet. Vous avez trouvé quelque chose. Dites-moi, qui est-ce? Où va-t-il? Et a regardé la main de Rachel sur son poignet comme si c'était un serpent. Puis il s'est dégagé, doucement mais fermement. Il n'est pas question de lui, Madame Mitchell. Et puis il est sorti. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était froid, mais je l'ai à peine remarqué. Rachel fixait la porte, comme si elle allait revenir et expliquer que tout était un malentendu, mais il ne revenait pas. Les types comme Laurence ne fuient pas un boulot à moins d'avoir vu quelque chose qui leur fait plus peur que de perdre 45 000 $. Qu'est-ce que tu as fait? Rachel a chuchoté, en me regardant enfin. J'ai posé ma tasse. Moi. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai réparé la clôture cassée, j'ai aidé Lily avec ses devoirs de maths. La même chose que je fais depuis 18 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il? Peut-être, ai-je dit, d'une voix calme et égale, tu devrais plutôt te demander ce que astérisque tu as fait. Son visage a pâli. Pas le genre de pâleur qu'on a par surprise. Le genre qu'on a quand on réalise qu'on est debout sur une fine couche de glace et qu'on vient de l'entendre craquer sous ses pieds. 3 mois avant cette réunion chez Brewer, les choses semblaient différentes. Ou peut-être qu'elles semblaient juste normales parce que je ne faisais pas attention aux bons détails. Ça a commencé petit.
Rachel a commencé à me regarder comme si j'étais un puzzle qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Je rentrais du magasin du côté nord après avoir réglé un différend avec un fournisseur, et elle était debout dans la cuisine, les bras croisés, à me fixer comme si je venais d'entrer en portant le visage de quelqu'un d'autre. Longue journée, me demandait-elle. Problème d'inventaire, répondais-je, en allant au frigo chercher une bière. Ta chemise est sortie. Je baissais les yeux. C'était parce que j'avais déplacé des cartons pendant 2 heures. J'ai bossé dur, Rach. C'est ce qui arrive. Mais elle continuait à me fixer comme si elle attendait que je commette un faux pas et que j'avoue quelque chose que je n'avais pas fait. Puis sont venues les questions sur le camion tous les jours. Combien de bornes aujourd'hui? Où es-tu allé exactement après le magasin de la Grand-Rue? Je répondais honnêtement parce que je n'avais rien à cacher. Mais des réponses honnêtes, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle voulait des incohérences, des trous, la preuve d'un truc qui n'existait pas. J'ai trouvé le premier indice. Elle manigançait quelque chose mardi. J'avais besoin des papiers de sa voiture pour l'assurance. J'ai ouvert la boîte à gants et voilà, une carte de visite coincée entre une barre protéinée et de vieux tickets de caisse. Laurence est, enquête privée. Discrétion, résultat fiable. Je suis resté planté là dans notre allée, cette carte à la main, et un déclic s'est fait. Les questions, la surveillance, la façon dont elle avait commencé à fouiller dans mon téléphone quand elle croyait que je dormais, sans savoir que je me réveillais et que je voyais son visage éclairé en bleu dans le noir. Je ne l'ai pas confronté. C'est pas comme ça qu'on gère quelqu'un qui est déjà persuadé qu'on est coupable. Au lieu de ça, j'ai remis la carte exactement où je l'avais trouvée et j'ai commencé à faire attention. 2 semaines plus tard, j'ai repéré le suiveur. Berline blanche, toujours 3 voitures derrière, prenant toujours les mêmes virages que moi. Le chauffeur portait une casquette de baseball et des lunettes de soleil comme si ça le rendait invisible. Le niveau amateur. Je l'ai emmené faire les trajets les plus ennuyeux qu'on puisse imaginer. Quincaillerie, banque, entrepôt de fournitures, maison. La même chose tous les jours. J'ai utilisé un téléphone jetable d'un de mes magasins pour appeler le numéro sur cette carte de visite. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Je sais que vous me suivez, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Silence à l'autre bout du fil. Qui est à l'appareil? Le type dans le pick-up. Que vous suivez depuis 2 semaines. James Mitchell. Encore un silence, puis une longue expiration. Monsieur Mitchell, je ne fais que mon travail. Je sais. Je ne vais pas vous arrêter, mais je veux que vous compreniez quelque chose. J'ai fait une pause, en regardant Rachel à travers la fenêtre de la cuisine. Elle faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Quoi que vous trouviez, gardez des notes détaillées, absolument tout, parce que quand ce sera fini, quelqu'un en aura besoin. Monsieur, je ne. Vous en aurez, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ce soir-là, Rachel est venue se coucher en souriant. Elle s'est blottie contre moi, a passé ses doigts dans mes cheveux comme elle le faisait quand on s'est mariés. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Moi aussi, je t'aime, ai-je dit, et je le pensais. Mais je savais aussi qu'elle mentait. Et j'en avais marre de faire semblant de ne rien remarquer. L'avantage de tenir 3 quincailleries, c'est qu'on rencontre du monde, des entrepreneurs, des électriciens, des plombiers, des types qui connaissent des types. Un de ces types, c'était Derek Finch, un flic à la retraite qui faisait maintenant du conseil en sécurité. On se prenait parfois un petit déjeuner au resto de la 4e rue. On parlait boulot, on échangeait des anecdotes sur des clients difficiles. 2 semaines après avoir découvert que et me suivait, j'ai retrouvé Derek à notre table habituelle. Il s'est glissé sur la banquette en face de moi, déjà à son 3e café. T'as l'air d'avoir un truc qui te ronge, a dit Derek en versant du sucre dans sa tasse. J'ai une hypothèse à te soumettre, ai-je dit. Disons que quelqu'un engage un détective pour te suivre. Quelle est la meilleure chose à faire? Les sourcils de Derek se sont levés. Rachel? Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Il s'est adossé, en m'examinant. En théorie, tu pourrais les confronter. Faire une scène. C'est ce que la plupart des gens font. Il a marqué une pause. Ou alors tu pourrais les laisser creuser. Voir ce que la pelle frappe. Et s'ils creusent pas au bon endroit, ils finiront bien par s'en rendre compte. Mais voilà, Jimmy. Les gens qui engagent des enquêteurs ont rarement tort sur le fait qu'il y a un truc qui cloche.
Il se trompe juste sur ce que c'est. Ça m'a marqué. J'ai payé le petit déjeuner et je suis allé au magasin de la Grand Rue où Sarah aidait à ranger les rayons pendant ses vacances d'été avant de rentrer en terminale. Elle a levé les yeux quand je suis entré, en repoussant ses cheveux avec des mains couvertes de poussière d'inventaire. Papa, on est encore à court de mèches de perceuse d'1/4 de pouce. Je vais appeler le fournisseur. Je me suis arrêté près de la caisse. Ta mère a l'air stressée ces derniers temps. Elle t'a dit quelque chose? L'expression de Sarah a légèrement changé comme ça arrive quand une gamine de 17 ans sait quelque chose qu'elle n'est pas sûre de devoir partager. Elle pose beaucoup de questions sur toi. Quel genre de questions? Genre où tu vas après le travail? Si tu mentionnes des noms, si t'as l'air heureux. Elle a posé le carton qu'elle tenait. Papa, tout va bien? J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire que tout allait bien, mais Sarah était intelligente, observatrice. Elle finirait par le comprendre de toute façon. Ta mère traverse une période difficile, ai-je dit avec précaution, et j'essaie de lui laisser l'espace nécessaire pour la surmonter. Mais oui, tout va bien. Je te le promets. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle a acquiescé et elle est retournée ranger les rayons. Cet après-midi-là, j'étais dans mon bureau à l'entrepôt quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Monsieur Mitchell, ici Laurencet. Je me suis adossé à mon fauteuil. Que puis-je faire pour vous? Je voulais vous informer que quelqu'un d'autre me suit. Un professionnel, pas comme mon travail habituel. Il me surveille en train de vous surveiller. J'ai senti une chape de glace se poser sur mon estomac. Astérisque, ma femme a engagé un deuxième détective. Astérisque, c'est fort probable. Elle ne croit pas que je sois honnête avec elle. Il a marqué une pause. Et elle a raison de ne pas me faire confiance. J'ai été en contact avec quelqu'un qui vous connaît. Derek Finch. Derek vous a appelé, enfin, plutôt l'inverse. Je l'ai appelé après que vous m'ayez appelé. Je voulais savoir à qui j'avais affaire. Il s'est porté garant pour vous. A dit que vous étiez quelqu'un de bien. Astérisque, j'ai assimilé l'information. Elle se couvrait, prenez une assurance au cas où toute cette histoire partirait en vrille. Malin. Astérisque, le deuxième détective, ai-je dit, vous avez un nom? Pas encore, mais je vais le trouver. Et monsieur Mitchell, quoi qu'en pense votre femme, elle va finir par découvrir. Elle cherche dans la mauvaise direction. Vous devriez peut-être regarder de la sienne. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis dans mon bureau, entouré de tableaux d'inventaire et de factures de fournisseurs, et j'ai compris que le jeu venait de se compliquer. Rachel n'était pas seulement méfiante. Elle était parano, et les paranos font des erreurs. Il fallait juste que j'attende qu'elle fasse la sienne. Le deuxième détective a pris contact 2 jours plus tard. Pas directement avec moi, mais par le biais d'un message laissé à mon assistante au magasin de Northside. Cliente souhaite vous rencontrer concernant intérêt commun. Café Roma, 14h jeudi. Je suis arrivé un quart d'heure en avance, j'ai pris une table dans un coin avec vue sur la porte, et j'ai attendu. À exactement 14h, une femme est entrée. Mi-quarantaine, tenue professionnelle, un porte-document fin en cuir à la main. Elle a parcouru la salle du regard, m'a repéré et s'est approchée. Monsieur Mitchell, je suis Catherine Price. Elle s'est assise sans attendre d'invitation. Je crois que nous enquêtons tous les deux sur la même situation, mais sous des angles différents. Vous suivez. Je suis celle que votre femme a engagée quand elle a décidé qu'elle ne pouvait pas faire confiance à son premier détective. Catherine a sorti une tablette de son porte-document. Elle me paie $20 000 pour 2 semaines de vérification. Pour s'assurer qu'elle ne vous couvre pas et qu'il ne prend pas de pot de vin. Et qu'avez-vous trouvé? Que Laurence est soit le plus mauvais détective privé du Colorado, soit il dit la vérité. Vous êtes le sujet le plus ennuyeux que j'ai jamais surveillé. Travail, maison, magasin de bricolage. Une soirée poker avec les copains chez Derek Finch. Elle a marqué une pause. Votre femme, par contre, elle est bien plus intéressante. Mon pouce est emballé, mais j'ai gardé un ton calme. Comment ça? Catherine a tourné une tablette vers moi. Rachel était à l'écran, devant un bar à vin du centre-ville. Elle n'était pas seule. Un type en costume chic avait une main sur son dos, se penchait vers elle, lui disait quelque chose qui la faisait rire. C'est Philip Stanton, a dit Catherine.
Un agent immobilier commercial, marié, 2 enfants. Et d'après des relevés téléphoniques que je n'aurais probablement pas dû pouvoir obtenir, mais que j'ai eu quand même, il parle à votre femme au moins 3 fois par semaine depuis 8 mois. Je fixais la photo. Rachel portait cette robe bleue qu'elle avait achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Celle qu'elle disait la rendre belle. Elle la portait pour astérisque lui astérisque. Il y a plus. Catherine a fait glisser son doigt vers une autre image. Virement bancaire. Votre femme a ouvert un compte au nom de sa sœur, Laura Mitchell. Oui, c'est vrai. 42 000 $ ont été transférés sur ce compte au cours des 6 derniers mois. Des petits virements, de 2 à 3 000 à la fois. Tous à partir de vos comptes professionnels. Elle m'a regardé. C'est vous qui validez ces transactions. Non. C'est sorti plus sèchement que je ne le voulais. Je ne les valide pas, Catherine a refermé son porte-documents. Monsieur Mitchell, je vais être direct. Votre femme m'a engagé pour prouver que vous cachez quelque chose, mais la seule qui cache quelque chose, c'est elle. Et je crois que vous le saviez déjà. Que allez-vous lui dire? Rien. Pas encore. Elle s'est levée. Je vais terminer mes 2 semaines, rédiger un rapport complet, puis vous le remettre à tous les deux en même temps. Qu'elle s'explique devant témoin. Elle a attrapé son porte-documents. À moins que vous ne souhaitiez gérer ça différemment. J'y ai réfléchi. À environ 18 ans de mariage, à Sarah et Lily, à tous les matins où j'avais fait le café et à tous les soirs où j'étais rentré à la maison pour retrouver une femme qui me volait tout en m'accusant de trahison. Non, ai-je dit, faites comme vous l'entendez. Les preuves, c'est important. Catherine a hoché la tête. Encore une chose. Philip Stanton? Ce n'est pas juste une passade. Il essaie d'acheter un terrain commercial près de votre magasin principal. Il a discuté avec votre femme de l'achat. De votre magasin, Monsieur Mitchell. Elle prévoit de vous le vendre en douce. Après son départ, je suis resté assis là pendant un long moment, à fixer mon café froid. Rachel ne me trompait pas seulement. Elle détruisait systématiquement tout ce que nous avions construit. Et elle le faisait en me faisant passer pour le méchant. Mais elle avait commis une grosse erreur. Elle avait supposé que je ne me défendrais pas. Et maintenant, j'avais 2 détectives qui travaillaient pour moi. Qu'elle le sache ou non, la partie n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Catherine Price m'a appelé un lundi matin alors que j'étais à l'entrepôt, en train de potasser les impôts trimestriels. Sa voix était posée, professionnelle, mais je sentais quelque chose en dessous. De la colère peut-être, ou du dégoût. Monsieur Mitchell, j'ai besoin que vous veniez à une adresse à Riverside, appartement 412. Ne dites pas à votre femme où vous allez. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quelque chose que vous devez voir en personne. J'ai traversé la ville jusqu'à un complexe moderne près du fleuve. Tout en verre et en acier, et hors de prix. Catherine m'attendait dans le hall, avec un badge d'accès à la main. Le propriétaire est un de mes clients, m'a-t-elle expliqué pendant que nous montions dans l'ascenseur. Quand je lui ai montré la photo de Rachel, il a dit qu'elle louait cet endroit depuis 2 ans. Paie en liquide. Utilise son nom de jeune fille, Bennett. Rachel Bennett. 2 ans. 2 ans. La porte de l'appartement s'est ouverte sur un lieu qui ne ressemblait en rien à notre maison. Mobilier moderne. Art abstrait au mur. Un casier à vin rempli de bouteilles coûteuses. Aucune photo de famille, aucun signe que Rachel avait des enfants ou un mari. C'était comme entrer dans la vie d'une étrangère. Elle vient ici 2 fois par semaine, a dit Catherine, me regardant encaisser le choc. Le mardi après-midi et le jeudi soir. Stanton l'a rejoint ici. Mais il y a plus. Elle m'a conduit à la chambre. Sur la table de chevet, il y avait une photo encadrée. Rachel et Stanton sur une plage quelque part sous les tropiques. Elle portait une bague que je ne lui avais jamais vue. Dans le placard, des vêtements que je ne reconnaissais pas. Des marques de luxe. Rien de ce qu'elle avait jamais porté à la maison. Regardez ça, a dit Catherine, en me montrant un calendrier sur le petit bureau. L'écriture de Rachel. Je la reconnaîtrai entre 1000. Des dates marquées avec des cœurs. Des rendez-vous libellés UPU pour Philippe, je suppose. Et dans la marge du mois prochain, écrit à l'encre rouge, le dire à James, enfin être libre. Je suis resté là, le calendrier à la main,
et quelque chose en moi est devenu froid et clair. Ce n'était pas juste une aventure. C'était une toute autre vie. Rachel vivait comme deux personnes différentes, et la version mariée à moi était celle qu'elle comptait larguer. Le propriétaire a dit qu'elle s'était renseignée pour rompre le bail plus tôt, a poursuivi Catherine. A dit qu'elle pourrait déménager en Arizona. La société de Stanton vient d'ouvrir un bureau à Scottsdale. Elle prévoit de partir. Plus que ça. Elle prévoit de vous soutirer assez d'argent pour refaire sa vie avec lui. Les fonds volés, la vente du magasin, probablement la moitié de tout le reste en cas de divorce. Elle met en place une stratégie de sortie depuis 2 ans. James, cet appartement est la preuve de la préméditation. J'ai parcouru chaque pièce, documentant tout avec mon téléphone. Des photos du calendrier, des vêtements, du casier à vin avec des bouteilles qui coûtaient plus cher que mes courses mensuelles. Preuve d'une vie financée par mon travail, alors que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Que voulez-vous faire de ces informations, a demandé Catherine. Combien vous dois-je pour ces 2 semaines? 20 000. Je double la mise. Je veux tout. Chaque photo, chaque reçu, chaque enregistrement de ses venues ici. Je veux un calendrier complet, et je veux que vous vous renseigniez sur tout ce qui concerne Philip Stanton. Affaires, situation matrimoniale, situation financière, tout. Catherine a acquiescé. Et votre femme? Elle va bientôt me demander mon rapport. Dites-lui que vous êtes toujours en train de rassembler des informations. Faites durer le plaisir une semaine de plus. J'ai besoin de temps pour mettre mes pions en place. Après le départ de Catherine, je suis resté assis, seul, dans l'appartement secret de Rachel. C'était la vie qu'elle avait construite sans moi. J'ai fait une liste, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'allais protéger. Mes filles, mon entreprise, ma réputation, tout ce qu'elle pensait pouvoir prendre. J'étais verrouillé comme un coffre-fort, il lui faudrait un chalumeau pour passer. Elle voulait jouer? Très bien. Mais elle avait oublié qui lui avait appris à gérer une entreprise en premier lieu. Je construis et protège des choses depuis bien avant de la rencontrer. Et je n'allais certainement pas m'arrêter maintenant. J'ai fermé l'appartement à clé et suis retourné à l'entrepôt. Il était temps de passer quelques coups de fil. D'abord à mon avocat, puis à mon comptable, puis à ma banque. Rachel pensait avoir tout prévu. Elle était sur le point de découvrir qu'elle s'était lourdement trompée. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 23 ans. Elle m'a laissé une collection d'antiquités qu'elle avait passé sa vie à rassembler. Des meubles de l'époque de la Grande Dépression, des horloges anciennes, un service de porcelaine du XVIIIe siècle qu'elle jurait avoir traversé la Manche avec son arrière-arrière-grand-mère. Quand Rachel et moi nous sommes mariés, ces pièces sont entrées dans notre maison. Elle a toujours dit qu'elle donnait du cachet à l'endroit. En fait, elle voulait dire qu'elle lui donnait de l'argent de poche. Je l'ai découvert par hasard. Je parcourais un site de vente aux enchères en ligne, à la recherche d'outils pour le magasin. Dans la section récemment vendue, il était là le bureau victorien de ma grand-mère. L'annonce datait d'il y a 3 mois. Vendu pour $8 000 à un acheteur en Californie. Je suis resté figé, les yeux rivés sur l'écran. Ce bureau était dans notre salon depuis 15 ans. J'avais bêtement pensé que Rachel l'avait fait entreposer quand elle a refait la déco au printemps dernier. Elle avait dit que ça ne collait pas avec son nouveau style. J'ai appelé la maison de vente aux enchères. La femme qui a répondu a été serviable. Elle a consulté les registres de dépôt. Oui, nous nous sommes occupés de cette pièce. Dans un état magnifique. La vendeuse était une certaine Madame Rachel Bennett. Souhaitez-vous des informations sur des articles similaires? Est-ce qu'elle a vendu d'autres choses? Laissez-moi vérifier. Oui, pas mal de choses, en fait. Au cours de l'année écoulée, elle a déposé 14 pièces au total, toutes des antiquités de grande qualité. Le total des ventes s'élève à un peu plus de $180 000. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Pouvez-vous m'envoyer une liste complète? Il me faudra l'autorisation de la vendeuse. Je suis son mari. C'était des biens de famille. Astérisque ma astérisque famille. Il y a eu une pause. Monsieur, je dois vérifier cela avec mademoiselle Bennett avant de pouvoir divulguer des informations. Inutile, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai fait le tour de la maison, pièce par pièce, en faisant l'inventaire. L'horloge de parquet qui avait appartenu à mon grand-oncle, disparue.
Le buffet en chaîne de la salle à manger de ma grand-mère, disparu. La collection d'outils anciens que mon grand-père utilisait pour fabriquer des meubles, disparu. Tout ce qui me reliait à l'histoire de ma famille avait été systématiquement dépouillé et vendu. Et Rachel avait fait ça pendant que j'étais au travail, pendant que j'étais occupé à maintenir notre entreprise à flot pour qu'elle puisse vivre dans le confort. Elle avait effacé mon passé pour financer son avenir avec quelqu'un d'autre. J'ai appelé Catherine Price. Il faut que je retrouve chaque pièce que Rachel a vendue. Je veux les coordonnées des acheteurs, les prix de vente, les dates, tout. Certains de ces acheteurs ne voudront peut-être pas rendre les objets. Je paierai le double de ce qu'ils ont payé. Le triple s'il le faut. Ces pièces ne valent pas que de l'argent. C'est l'histoire de ma famille. Elle n'avait pas le droit. Je m'y mets dès aujourd'hui. Je me suis assis dans ce qui était autrefois notre salon, entouré des nouveaux meubles de Rachel, de ses nouvelles décorations, de tout ce qu'elle avait choisi pour remplacer ce qu'elle avait volé. Et j'ai pensé à ma grand-mère, à la façon dont elle avait soigneusement conservé chaque pièce, à la façon dont elle me racontait des histoires sur leur provenance, qui les avait possédées, ce qu'elles signifiaient. Rachel avait pris ces histoires et les avait transformées en espèces sonnantes et trébuchantes. Et elle l'avait fait avec un sourire aux lèvres, en m'embrassant au revoir chaque matin comme si elle ne détruisait pas systématiquement tout ce dont j'étais issu. Ce soir-là, quand elle est rentrée de sa virée shopping avec ses copines, j'étais assis dans la cuisine à l'attendre. Elle est entrée d'un pas léger, portant des sacs de magasin où je savais qu'elle n'était pas allée. « Salut, James, désolé pour le retard. La circulation était horrible. » Elle a posé les sacs, a commencé à déballer les courses. « Ta journée ? » Productive, ai-je dit. J'ai trouvé un truc intéressant en ligne. Un site web de vente successorale. Sa main a ralenti une fraction de seconde. Ah bon ? T'as trouvé quelque chose de bien ? En fait, j'ai trouvé un truc qui m'appartenait. Un bureau d'écrivain victorien. Vendu il y a 3 mois pour $8 000. Elle s'était forcée de prendre un air neutre. C'est bien. C'était le bureau de ma grand-mère, Rachel. Celui qui était dans notre salon. Ah. Elle a repris le déballage des courses. J'allais t'en parler. Il avait besoin de réparation, et le gars à qui je l'ai apporté a dit que ça coûterait plus cher de le réparer que ce qu'il valait. Alors je l'ai vendu. Je me suis dit qu'on pourrait utiliser l'argent. Ce qui est marrant, c'est que la maison de vente aux enchères a dit qu'il était en parfait état. Et ils ont dit que tu avais vendu 13 autres pièces, aussi. Tous les héritages de ma famille. Sa main s'est arrêtée net cette fois. James. $180 000, Rachel. C'est ce que valait l'histoire de ma famille pour toi ? Est-ce que ça t'a fait du bien de vendre des morceaux de mon passé pour financer ce que tu as en tête ? Elle s'est tournée vers moi, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Tu déformes tout. Non, ai-je dit en me levant. Je vois juste les choses clairement, enfin. Et on va avoir une conversation sur où est passé cet argent. Tout l'argent. Ce mardi soir, l'avocat de Rachel a appelé mon bureau. Ma secrétaire l'a passé sans prévenir, probablement parce qu'elle n'a pas perçu la menace dans une voix polie demandant Monsieur Mitchell. James, ici David Thornton. Je représente votre femme dans une affaire confidentielle. Elle m'a demandé de vous contacter concernant une séparation amiable potentielle. Je me suis adossé à mon fauteuil, regardant la circulation par ma fenêtre. Amiable. C'est un choix de mots intéressant. Nous aimerions éviter le tribunal si possible. Gardez les choses privées, dignes. Je crois savoir que vous avez un contrat de mariage. En effet. Rachel veut discuter des termes du divorce. Elle est disposée à être raisonnable quant au partage des biens, si vous coopérez. À quel point raisonnable ? Il a fait une pause. Elle veut la maison, la moitié de la valeur de l'entreprise et la garde principale des 2 filles, avec des visites raisonnables pour vous. J'ai failli rire. C'est ça sa définition de raisonnable. Monsieur Mitchell, une bataille juridique coûtera beaucoup plus cher et causera plus de dommages qu'un règlement à l'amiable. La phase de communication des documents peut devenir très désagréable pour tout le monde. Découverte, répétez-je. Tu veux dire échange de preuves et de documents ? Mettre tout noir sur blanc ? Exactement. C'est pourquoi un arrangement à l'amiable. Dis à Rachel que je la verrai au tribunal, dis-je, et je raccrochai. 2 heures plus tard, j'étais assis avec mon avocat,
Paul Henderson. Il s'occupait de mes contrats commerciaux depuis 10 ans. Paul avait 60 ans, les cheveux gris, connu pour être à la fois méthodique et impitoyable. Il te teste, dit Paul après que je lui ai raconté l'appel. Il regarde si tu vas paniquer et accepter un arrangement avant que les choses ne dégénèrent. Les choses dégénèrent déjà. Et ça va être pire. Il faut qu'on dépose plainte en premier, James. Contrôler l'histoire. Et il faut inclure tout ce que tu as découvert. L'adultère, l'argent volé, la fausse identité avec l'appartement, la vente des héritages de famille, tout. Et le contrat de mariage? Paul sortit sa copie, celle qu'on avait examinée quand Rachel et moi nous étions mariés. Il tourna à la page 7, section D, cette clause ici précise qu'en cas d'adultère, de fraude ou de malversation financière pendant le mariage, le contrat prénuptial est annulé, et tout revient à la partie non fautive. Je me souvenais de m'être disputé à propos de cette clause. L'avocat de Rachel y avait insisté, disant que ça vous protégeait tous les deux d'une mauvaise conduite. Elle t'a protégé sans même le savoir, parce que selon cette clause, elle n'obtient rien. La maison reste à toi. L'entreprise reste à toi. Même ses comptes séparés peuvent être gelés pendant que nous enquêtons sur les fonds volés. Paul leva les yeux. James, si on joue bien, Rachel repartira avec exactement ce qu'elle mérite, rien. Et les filles? Sarah a 17 ans, elle est assez grande pour choisir. Lily en a 14, donc le tribunal l'écoutera, mais ce n'est pas une garantie. Avec la preuve de l'adultère de Rachel et du vol, tu as de solides arguments pour obtenir la garde principale. Je restais assis là, essayant d'assimiler tout ça. 18 ans de mariage qui se terminent non pas sur un murmure, mais par une bombe juridique. On fait quoi en premier? On dépose plainte demain. Divorce pour cause d'adultère et de fraude. On joindra suffisamment de preuves pour montrer qu'on est sérieux, mais pas tout. Laissons son avocat penser qu'ils peuvent encore négocier. Paul ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier. Ensuite, on lui signifie publiquement si possible, publiquement à son appartement à Riverside. Assure-toi qu'elle comprenne qu'on sait tout. Effroi et stupeur, James. On frappe fort. Elle n'aura pas le temps de cacher d'autres trucs ou d'inventer d'autres mensonges. Je pensais à Rachel, probablement dans cet appartement en ce moment même. En train de planifier sa nouvelle vie avec Stanton, sûre d'avoir tout prévu. Elle n'avait aucune idée que le piège était déjà en train de se refermer. Fais-le, dis-je. Dépose tout. Il y a une dernière chose. Paul fit glisser un document sur le bureau. Nous devrions demander une expertise comptable de toutes les finances de l'entreprise pour les 5 dernières années. Si elle a volé 180 000 $, il pourrait y avoir plus qu'on n'a pas trouvé. Combien aurait-elle pu prendre? On ne le saura qu'après avoir tout vérifié. Mais James, sois préparé. Les gens qui volent une fois volent généralement à nouveau. Le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Je signai les papiers que Paul me tendait. Chaque signature donnait l'impression de claquer une porte pour toujours. Demain, Rachel recevrait les papiers du divorce. Et le lendemain, tout son plan soigneusement élaboré commencerait à s'effondrer. Elle voulait jouer avec des enquêteurs, des appartements secrets et des héritages volés. Très bien. Mais elle avait oublié que j'avais passé 20 ans à bâtir des entreprises à partir de rien. Et je savais tout aussi bien comment tout démolir. Les papiers ont été signifiés à 15 heures, mercredi. Je le sais parce que Catherine Price m'a appelé la seconde où c'est arrivé. L'huissier vient de quitter l'appartement de Rachel. Elle a été notifiée. Et elle ne l'a pas bien pris. Défini pas bien. Elle lui a jeté les papiers au visage et a claqué la porte. Ensuite, elle a appelé quelqu'un, probablement Stanton, mais je pouvais l'entendre hurler à travers les murs. Un truc sur le fait que tu ruinerais tout. Bien. Elle a quitté l'appartement il y a 20 minutes, conduisant vite, n'importe comment. Je la suis, mais je crois qu'elle se dirige vers ta maison. J'étais déjà dans mon pick-up, en train de sortir du parking du magasin de bricolage. Je la rejoins là-bas. Je suis arrivé chez moi 5 minutes avant elle, juste le temps d'appeler Sarah et de lui dire d'emmener Lily chez son amie et d'y rester jusqu'à ce que je rappelle. Sarah a senti quelque chose dans ma voix parce qu'elle n'a pas discuté, elle a juste pris sa sœur et elle est partie. La voiture de Rachel a crissé sur l'allée 10 minutes plus tard. Elle a fait irruption dans la maison comme un ouragan. Les papiers serrés dans sa main,
le visage rouge et strié de larmes. Comment oses-tu? Elle me jeta les papiers du divorce. Ils s'éparpillèrent sur le sol. Tu m'as fait notifier à l'appartement. Tu me fais suivre. Tu as engagé 2 détectives pour me suivre, dis-je calmement. Il me semble que c'est juste. C'est de la folie. Adultère, fraude. Tu essaies de me détruire. Non, Rachel. J'essaie de protéger ce qui est à moi. Il y a une différence. Elle fit les 100 pas, les mains tremblantes. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller, surmonter ce qui se passe. T'es pas obligé d'en arriver là. T'as vendu les biens de ma grand-mère. 180 000 $ de souvenirs de famille. T'as siphonné l'argent des comptes de la société. Ça fait 2 ans que t'as un appartement secret. J'ai ramassé un des papiers qu'elle avait balancé. Et tu comptais me quitter pour Philip Stanton. Alors, non, Rachel, on ne peut pas arranger ça. Cet appartement? C'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. J'y suis allé. J'ai vu les photos, le calendrier, les plans. Je sais tout. Son visage est devenu blanc comme un linge. T'as cambriolé mon appartement? Le proprio m'a laissé entrer. Figure-toi que quand tu expliques que ta femme planque des actifs et qu'elle compte se faire la malle, les gens deviennent serviables. Rachel s'est effondrée sur le canapé, comme si ses jambes l'avaient lâchée. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu dégages de cette maison avant vendredi. Je veux que tu remettes chaque centime que t'as volé. Et je veux la garde exclusive des 2 filles. Tu peux pas me prendre mes filles. Je ne te les prends pas. Tu les as perdues quand tu as décidé que Philip Stanton était plus important que ta famille. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une bouteille d'eau et je l'ai posée sur la table devant elle. Pas par gentillesse, juste par pragmatisme. Paul dépose une requête en urgence pour la garde demain matin. La preuve de ta liaison, l'argent volé, l'appartement secret, tout ça montre que t'es pas stable. Le juge va probablement me donner la garde provisoire en attendant l'audience complète. James, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais ce sont mes filles. Tu peux pas faire ça. C'est toi qui as fait ça. Chaque choix, chaque mensonge, chaque dollar que t'as volé. Voilà ce qui arrive. Je me suis tourné vers la porte. T'as jusqu'à vendredi midi pour vider tes affaires. Tout ce qui reste après, on le donne. Je suis censé aller où? T'as un appartement à Riverside ou l'appart de Philippe. Je m'en fous. Je me suis arrêté à la porte. Et Rachel, dis à ton avocat, David Tornon, que l'enquête préliminaire, ça marche dans les 2 sens. Tout ce que j'ai trouvé va devenir public. Chaque photo de cet appartement, chaque virement bancaire, chaque héritage que t'as vendu, tout. Je l'ai laissée assise là sur notre canapé, entourée de papiers de divorce, et je suis allé chercher mes filles. Sarah attendait sur le perron de sa copine. Lily était à côté d'elle, l'air effrayé et perdu. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Lily quand elles sont montées dans le pick-up. « Ta mère et moi, on divorce, ma chérie. Et pendant un certain temps, vous allez vivre avec moi. » À cause de ce qu'elle a fait, a demandé Sarah doucement. Oui, à cause de ce qu'elle a fait. Lily s'est mise à pleurer. Pas fort, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage. Sarah a passé un bras autour de sa sœur et m'a regardé dans le rétroviseur. On va s'en sortir, hein. On va bien s'en sortir, j'ai dit, et je le pensais. Rachel m'avait pris beaucoup de choses, ma confiance, les héritages de ma grand-mère, des années de ma vie. Mais elle n'avait pas pris ce qui comptait le plus. Mes filles savaient encore qui était leur père, et elles étaient assez intelligentes pour comprendre qui leur mère était devenue. L'audience a été fixée à 9 h du matin un mardi fin octobre. Le tribunal sentait le vieux bois et la sueur nerveuse, rempli de gens qui attendaient leur tour devant un juge qui déciderait de leur avenir par tranche de 15 minutes. Rachel est arrivée avec David Tornon, son avocat, tiré à 4 épingles dans un tailleur bleu marine, mais avec des cernes sous les yeux que le maquillage ne parvenait pas à camoufler complètement. Elle ne m'a pas regardé en prenant place de l'autre côté de l'allée. Philip Stanton n'était pas avec elle. J'imagine qu'il a décidé de garder ses distances quand les choses sérieuses ont commencé. La juge Patricia Aldrich est arrivée pile à 9 h. Elle avait 60 ans, des cheveux gris tirés en arrière, des lunettes de lecture accrochées à une chaîne autour du cou.
Paul m'avait dit qu'elle avait la réputation de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Nous sommes ici pour l'affaire Mitchell contre Mitchell, a-t-elle déclaré en s'installant sur sa chaise. Dissolution de mariage, arrangement de garde provisoire et ordonnance financière d'urgence. Maître Henderson, vous avez déposé la requête. Expliquez-vous. Paul s'est levé. Organisé comme toujours. Votre honneur, nous demandons la garde provisoire immédiate des 2 enfants mineurs, le gel de tous les comptes joints et une ordonnance interdisant à l'intimé de se débarrasser de tous les biens matrimoniaux. Nous avons des preuves substantielles d'adultère, de fraude financière et de dissimulation d'actifs. C'est une accusation grave, a déclaré la juge Aldrich. J'espère que vous pourrez étayer vos dires. Nous le pouvons, votre honneur. Paul a sorti la première pièce à conviction, des photos de l'appartement de Rachel, le calendrier avec la mention, dit à James, enfin libre, écrite à l'encre rouge, des relevés bancaires montrant des virements vers des comptes au nom de sa sœur, des reçus de la maison de vente aux enchères où elle avait vendu les affaires de ma grand-mère. Tornon a tenté de s'y opposer. Votre honneur, ces preuves ont été obtenues sans consentement valable. L'accès à l'appartement a été obtenu à l'insu de ma cliente. Le propriétaire a autorisé l'accès, coupa Paul. Monsieur Mitchell avait des inquiétudes légitimes concernant une dissimulation d'actifs. Le propriétaire a coopéré volontairement. La juge Aldrich leva la main. Je me pencherai sur la recevabilité plus tard. Pour l'instant, je veux entendre ce que vous avez. Continuez, maître Henderson. Paul exposa les faits de manière méthodique, la liaison avec Philip Stanton qui a duré 8 mois. L'appartement secret loué sous son nom de jeune fille pendant 2 ans. 42 000 $ volés sur les comptes de l'entreprise. 180 000 $ d'héritages familiaux vendus à mon insu et sans mon consentement. Le projet de vendre le magasin de Main Street à la société de promotion de Stanton et de s'enfuir en Arizona. Au fur et à mesure des révélations, Rachel pâlissait. Tornon essayait d'interrompre, mais la juge Aldrich le rabrouait à chaque fois. Votre honneur, finit par articuler Tornon, ma cliente a fait de mauvais choix, mais c'est de la vengeance pure et simple. Monsieur Mitchell cherche à la détruire par dépit. Dépit? La voix de Paul se glaça. Votre cliente a volé son mari, a mené une double vie pendant 2 ans, et a prévu de quitter l'État avec des biens conjugaux. Ce ne sont pas de mauvais choix. C'est une escroquerie préméditée. La juge Aldrich regarda Rachel. Madame Mitchell, avez-vous quelque chose à répondre à tout cela? Rachel se leva lentement. Sa voix était faible, presque résignée. J'ai fait des erreurs. La liaison, l'appartement. J'en assume la responsabilité. Mais ces héritages? James ne s'en est jamais soucié. Ils étaient juste entreposés dans un garde-meuble. Et l'argent que j'ai pris, j'avais l'intention de le rembourser une fois le divorce prononcé. Vous alliez rembourser de l'argent volé après avoir quitté l'État. La voix de la juge Aldrich aurait pu congeler l'enfer. C'est compliqué. Pas vraiment. La juge Aldrich feuilleta des documents. Maître Henderson, vous avez mentionné que le contrat prénuptial contenait une clause de fraude. Article D, votre honneur. En cas d'adultère et de malversation financière. Toutes les protections du contrat prénuptial sont annulées. Madame Mitchell ne reçoit rien. Exact, votre honneur. La juge Aldrich regarda à nouveau Rachel. Vous avez signé un contrat prénuptial qui vous punit pour exactement ce que vous avez fait. C'est soit d'une bêtise abyssale, soit d'une arrogance sans borne. Tornon tenta à nouveau. Votre honneur, ma cliente restituera les fonds. Trouvez un accord à l'amiable. J'accorde la garde exclusive provisoire à Monsieur Mitchell. La juge Aldrich le coupa. Madame Mitchell aura des droits de visite supervisés en attendant une évaluation complète de la garde. Tous les comptes joints sont gelés. Madame Mitchell, vous devez fournir un relevé complet de tous les fonds transférés ou dépensés à partir des comptes conjugaux. Vous ne pouvez ni vendre, ni transférer, ni vous débarrasser d'aucun bien conjugal. Et compte tenu des preuves de dissimulation d'actifs, j'ordonne un audit financier de toutes les finances sur les 5 dernières années. Elle regarda Rachel. Madame Mitchell, vous avez 30 jours pour quitter la maison. Des questions? Rachel restait là, silencieuse. Bien. Affaire suivante. Nous sortîmes du tribunal dans l'air froid d'octobre. Paul me serra la main. Ça s'est passé aussi bien que possible. Elle ne s'est pas battue, dis-je.
Je pensais qu'elle le ferait. Elle sait qu'elle a perdu. L'épreuve était trop accablante. Maintenant, elle essaie de limiter les dégâts. Paul ajusta sa mallette. James, l'audit va prendre du temps. Il faudra peut-être 6 mois avant de savoir combien elle a pris. Tu es prêt à ce que ce soit plus de 180 000. Quel que soit le montant, je m'en occuperai. Je veux juste que ça se termine. Sarah et Lily attendaient chez mes parents quand je suis arrivé. Sarah leva les yeux quand je suis entré. Comment ça s'est passé? On a la garde. Vous restez toutes les deux avec moi. Lily éclata en sanglots, des larmes de joie. Sarah hocha simplement la tête, comme si elle l'avait toujours su. Ce soir-là, je suis resté dans ma quincaillerie après la fermeture, parcourant les allées que j'avais construites pendant 20 ans. Rachel a essayé de me prendre ça, de le vendre pour financer une vie sans moi. Mais elle a échoué. Et maintenant, ce magasin, cette entreprise, était entièrement à moi. Mon téléphone vibra. Un texto de Catherine Price. Astérisque, l'audit a trouvé quelque chose. Appelle-moi astérisque. J'ai appelé. Elle a répondu tout de suite. James, l'audit a trouvé d'autres virements. Rachel prend de l'argent depuis presque 3 ans, pas 6 mois. Le total approche les 400 000. 400. J'ai eu la nausée. Oui. De petites sommes au fil du temps. 2 000 ici, 3 000 là. Elle était prudente, mais pas assez. L'expert comptable a tout retracé. Où est allé l'argent? L'appartement, des trucs de luxe, du liquide à Stanton pour une affaire qui a fait un flop. Elle finançait leur avenir avec ton argent. J'ai raccroché et me suis assis dans mon bureau, entouré d'inventaires et de commandes, et j'ai pensé à 3 ans de ma femme qui me volait sans vergogne. 3 ans de sourires, de baisers, de « je t'aime ». Pendant qu'elle planifiait sa fuite. Mais elle a perdu. Elle a perdu la maison, les enfants, l'entreprise, et maintenant elle me devait 400 000 qu'elle n'avait probablement pas. J'aurais dû avoir l'impression d'avoir gagné. Au lieu de ça, j'étais juste fatigué. Le divorce a été prononcé en juin. Le juge Aldrich ne revenait jamais sur ses décisions. J'ai eu la maison, l'entreprise, la garde exclusive. Rachel avait droit à des visites supervisées un week-end sur 2 et une ordonnance du tribunal l'obligeant à rembourser 417 000 $ à raison de 2 000 $ par mois pendant les 17 prochaines années. Elle a déménagé dans un 2 pièces de l'autre côté de la ville. Philip Stanton l'a larguée la semaine après l'audience sur la garde des enfants. Dès qu'il a su qu'elle venait avec des problèmes juridiques et sans un sou. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle bossait dans un grand magasin, elle reprenait sa vie à zéro. Sarah a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en mai et a été admise à l'université d'État grâce à une bourse partielle. Lily a commencé une thérapie pour digérer tout ça. Sa thérapeute a dit qu'elle s'en sortait bien, vu les circonstances. Les quincailleries cartonnaient. Il s'est avéré que, quand je ne me faisais plus siphonner de l'argent vers les comptes secrets de Rachel, je pouvais investir dans l'entreprise. On a agrandi le magasin du Nord et on envisageait d'ouvrir un 4e magasin l'année prochaine. J'étais dans le magasin principal un samedi matin, à regarder Sarah aider un client à trouver des forêts, quand Catherine Price est entrée. Je ne l'avais pas revue depuis le procès. James, a-t-elle dit en me tendant la main. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, savoir comment tu allais. Je gère. Les affaires marchent bien. En fait, j'ai eu une recommandation de ton avocat. Encore une affaire de conjoint infidèle. Elle a marqué une pause. Écoute, je sais que ça a été l'enfer, mais tu as bien géré la situation. Tu as tout documenté. Tu es resté calme. Laissez parler les preuves. T'avais pas l'air calme. Personne ne l'est jamais. Mais tu as protégé tes enfants, ton entreprise, ton avenir. Beaucoup de gens auraient baissé les bras, accepté un mauvais accord, se seraient laissés détruire. Pas toi. Il faut du cran pour ça. Après son départ, je me suis demandé si c'était du cran, ou juste de l'entêtement, le refus de laisser quelqu'un réécrire mon histoire pour se faire passer pour le héros. Cet après-midi-là, Rachel est venue chercher Lily pour sa visite supervisée. La superviseure désignée par le tribunal attendait dans sa voiture pendant que Rachel venait à la porte. Elle paraissait plus vieille maintenant, fatiguée d'une manière que le maquillage ne pouvait pas cacher. « Salut » dit-elle doucement. Lily descend tout de suite, dis-je,
planté dans l'embrasure de la porte. James, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais, tu penses que tu me pardonneras un jour? Je l'ai regardé. 18 ans. Une vie ensemble. Et elle avait tout gâché en faisant semblant de m'aimer. Non, dis-je. Je ne pense pas. Mais je ne te hais pas non plus. Je ne ressens rien. Elle a hoché la tête, les yeux humides. C'est pire que la haine, non? Ouais, dis-je. C'est le cas. Lily est descendue, m'a serré dans ses bras et est partie avec sa mère. Je les ai regardés s'éloigner, la voiture de la superviseure les suivant comme une ombre. Plus tard dans la soirée, Sarah et moi étions sur la véranda, chacune avec une bière bien fraîche pour lutter contre la chaleur. « Ça va, papa ?» a-t-elle demandé. « Je suis sur la bonne voie. »« Tant mieux. Parce que tu mérites d'être heureux. Après tout ce qui s'est passé, tu le mérites vraiment. » J'ai regardé ma fille. 17 ans et l'air d'en avoir 30. Trop sage pour son âge, parce qu'elle en avait trop vu. Tu sais quoi? Astérisque, je crois que je suis heureux. Astérisque, peut-être pas comme je l'avais imaginé, mais assez heureux. C'est tout ce qu'on peut demander, dit Sarah. Et assis là dans le calme, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Rachel avait pris beaucoup de choses. De l'argent, du temps, de la confiance. Mais elle n'avait pas tout pris. J'ai encore mes filles. J'ai encore mon entreprise. J'ai encore moi-même. Et cela, finalement, suffisait. Hej, du er god kaptajn. Hvad vil det sige? Ja, jeg havde ikke glemt, at jeg havde joinet Discord lige, hvor du kommer bare. Ej, det er irriterende, det der. Jeg ville egentlig gerne have haft den, men jeg gider gå derned. Du skulle en hater. Hvorfor, Satine? Ikke Henrik Blomme, Martin fan. Vi har hørt så meget dårlig musik i dag, og det fortsætter bare efter du har fået fri. Ja, BFL selvfølgelig er en hater på BFL. Hvad mener I? Alt det dårlige må vist være Katie. Hvad mener du? Okay, kæmpe god stil faktisk. Lige at lade lidt Netherward være tilbage her. Respekt. Kom til noget dumt. Hvad så? Har du været en tur på en strider? Nej, det er det, jeg vil nu. Jeg skal bare lige finde en Warp Fungus. Fået fri? Ja, jeg tænkte, du var på arbejde. Er der cheats til på serveren? Nej, det tror jeg ikke. Skal jeg lige passe på, at jeg ikke dør til en Piglin Brute herinde. Okay, der er bare ingen mobs, eller hvad? Okay, der er mobs. Never mind. Kom til at ødelægge noget ved Livas hus, vil samle nogle ting op, og hendes fis, hvor man kan opgradere noget ødelagt. Hvad? Du vil komme til at ødelægge noget ved Livas hus, vil samle nogle ting. Også er det hendes fis, hvor man opgraderer noget. Nu er det ødelagt. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Halløj. Jeg aner ikke, hvad det er, du siger, Nadja. Vil samle ting. Men så ikke, det var hendes sted. What? Op for Liva, jeg ser. Har du skruet helt op for mig? Nå ja, du er stadig på 200%. Jeg bliver ved med at glemme det. Hvis man er inde på serveren, må man så bare join. Ja, det tror jeg. Ja, altså, jeg sidder jo bare og hygger på Discord, Trollsy. Der er jo ikke noget forbudt ved at join callet. Skal jeg lige logge ind her? Oh my god. Log ind og log ind. I har allerede... Der er sgu nogen af jer, der allerede har lootet det her ostested, eller hvad? Godt hoppet. Ja, altså det... Den var ikke helt god. Hvem er der lever sådan nogle ting her? Er det speedrunnerne, der ikke vil have de her ting? Jeg vil sgu gerne da.
Godt, du har lært dine 500 timer på 1 hjertes run. Jamen, jeg var faktisk helt bange for sådan at begynde på det her, fordi jeg begynder bare at blive sådan helt... altså, jeg er lidt ligeglad sådan med damage. Okay, jeg skal trade... Jeg skal trade med en pick, Len. Så hvis nu jeg kan... Nå nej, det der, det kan man ikke. Så tager jeg damage. Hvorfor fik jeg ikke en achievement? Hvad der sker? The fuck? Er der mods? Har jeg hørt, der er en som Naya, der griefer derinde? Nej. Advancements. Når jeg har fået den. Create a respawn anchor. Eller charge a respawn anchor. Okay. Destroy gas with a firewall. Piglins with gold. Okay. Jeg havde lige glemt, at jeg stod i nether med ingenting. Nå ja, ej, det er også irriterende. Jeg så lige det der klip af dine items til despawnede. Puh, der havde jeg fandme også tiltet. Jeg forstod det slet ikke. De var bare væk. Ja. Jeg synes slet ikke, der var gået så lang tid. Åbenbart. Men jeg nåede jo også at dø 2 gange. Må man gerne flyve? Hvad mener du? Med Elytra, eller hvad? Det var ikke en vilje, det der. Shit. Ej, jeg havde også fået 2 Wither Skeleton Skull.